Au début de 2024, un sous-marin appelé Rand a disparu sur la plateforme d'Hudson, en Antarctique occidentale, après la découverte d'une série de structures inconnues dans la glace. Sa localisation continue d'alimenter les débats. Pour certains, il s'agissait d'un dommage prévu à l'avance pour ce type de mission. D'autres pensent que ce qui est arrivé au sous-marin n'est qu'une preuve de plus que, en Antarctique, rien n'est ce qu'il paraît. Ces dernières années, l'Antarctique a gagné en importance dans les forums sur les théories du complot. Cependant, l'étonnement ne se limite pas à ces théories qui la présentent comme un immense mur retenant la Terre plate ou comme un lieu où se réfugierait une civilisation aussi ancienne que merveilleuse. Cette région est devenue un véritable énigme, même pour les scientifiques. Mais ne nous avançons pas. Avec une température moyenne de moins 20 degrés et plus de 14 millions de kilomètres carrés et une population moyenne de moins de 5000 habitants, l'Antarctique a captivé l'attention de l'humanité bien avant d'être reconnue comme telle. Oui, vous avez bien entendu. Avant que l'Antarctique ne devienne ce gigantesque monstre blanc que nous utilisons comme toile pour nos histoires les plus folles. C'était une terre fertile pour une humanité précoce, cherchant à comprendre les mystères qui l'entouraient. Comment y a-t-elle participé? Pourquoi dit-on qu'il y a des bases nazies secrètes sur son territoire? Une guerre y a-t-elle eu lieu où les Américains ont combattu contre des objets volants non identifiés? Qu'était l'opération High Jump? Pourquoi dit-on qu'elle pourrait cacher un portail interdimensionnel? Quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a considérée comme l'entrée vers la Terre creuse? Quel secret cache l'écosystème qui existe sous ces kilomètres de glace? Est-il vrai qu'en Antarctique pourrait se trouver la cicatrice laissée par l'événement le plus meurtrier que notre monde ait jamais connu? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons d'abord analyser ce que nous savons de ce continent, les traités actuels qui le régissent et son usage dans le calendrier officiel. Ensuite, nous vous invitons à descendre avec nous sur cet iceberg qui nous mènera jusqu'aux aspects les plus curieux de l'Antarctique. Si ces émissions spéciales vous plaisent, vous pouvez commenter des mystères et bientôt nous en lancerons une autre, explorant en détail ces cas qui, depuis des temps immémoriaux, nous ont séduits. Vous pouvez nous suggérer des thématiques ci-dessous, nous lisons vos commentaires. Commençons. Pendant des siècles, l'Antarctique n'était pas un territoire, mais un soupçon. Il n'y avait de carte marine que dans la pensée, pas dans le regard du monde. Les anciens Grecs, fascinés par la symétrie du cosmos, étaient convaincus qu'il devait exister une Terre dans l'hémisphère sud pour équilibrer les masses du Nord. Ils l'ont appelée Terra Australis Incognita, la Terre australe inconnue. C'était une invention géométrique avant d'être géographique, un acte de foi dans l'ordre de l'univers, mais personne ne l'avait jamais vu. Pendant le Moyen-Âge, lorsque les cartes étaient des hybrides entre le réel et le symbolique, l'extrême sud était un espace de projection. Là-bas vivaient des créatures mythologiques, des monstres marins, des bêtes aux yeux de feu et des représentants des abîmes les plus sombres. Une chose était sûre, personne n'y était allé, mais chacun voulait l'imaginer. C'était une ouverture à la fantaisie et un réceptacle pour nos peurs profondes. L'Antarctique fut la dernière région terrestre découverte, documentée pour la première fois à l'été 1603 par le navigateur espagnol Gabriel de Castilla. En 1773, James Cook devint le premier Européen connu à franchir le cercle polaire antarctique, mais il n'aperçut pas le continent. Ces navires, le Resolution et l'Adventure, naviguèrent entre les icebergs et les eaux gelées. Cook conclut que s'il existait une terre là-bas, elle devait être inhospitalière, inutile et recouverte de glace. Son rapport a malgré tout déclenché la polémique. S'il n'y avait pas de richesse à la surface, se pourrait-il qu'elle soit cachée en dessous? Le 27 janvier 1820 a changé l'histoire. Ce jour-là, Fabian Gottlieb von Benninghausen, officier de la marine russe, aperçut une terre couverte de glace. Il se trouvait à bord du Vostok lorsqu'il aperçut ce qu'il a décrit comme un mur de glace solide. Il ne le savait pas, mais il était devant la première observation documentée de ce que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Antarctique, à peine. 3 jours après, le Britannique Edward Bransfield fit une observation similaire depuis son navire. Nathaniel Palmer, chasseur de phoques américain, a aussi signalé la terre ferme cette année-là. En 3 semaines, 3 drapeaux flottaient sur un continent resté invisible pendant des millénaires.
Mais voir n'est pas conquérir. L'Antarctique demeurait inabordable. Le froid était inhumain, les tempêtes incessantes et la logistique pour installer des camps ou établir des routes était impraticable. La majorité des expéditions de ce siècle ne revenaient pas. Les bateaux restaient bloqués dans la glace et leurs équipages, s'ils survivaient, racontèrent des histoires qui frôlaient le délire. Des icebergs géants, des vents hurlant comme affamés de vie et des aurores illuminant le ciel. Des lumières que personne ne savait expliquer. Malgré tout, le mythe était tombé, l'Antarctique était réel. Au XXe siècle, les progrès techniques ont permis de faire plus que simplement observer à distance. En 1911, l'explorateur norvégien Roald Amundsen fut le premier à atteindre le pôle Sud. Devançant de plusieurs semaines Robert Falcon Scott, dont l'expédition s'est achevée par une tragédie. Le triomphe norvégien et la mort britannique ont captivé le monde. L'Antarctique n'était plus seulement de la glace, mais le théâtre d'épopées dignes des romans d'aventure. Les recherches scientifiques ont également commencé à dresser une carte plus précise du continent. On a découvert que sous les glaciers, qui couvrent 98% de la surface, il existe un réseau complexe de montagnes, de lacs et de systèmes géologiques, qui ne ressemblent en rien au désert blanc que l'on voit d'en haut. La chaîne transantarctique, longue de plus de 3500 km, sépare le continent en deux régions géologiques, l'Antarctique occidentale et l'Antarctique orientale. Les preuves fossiles trouvées dans les roches là-bas ont révélé qu'il y a plus de 200 millions d'années, l'Antarctique faisait partie du supercontinent Gondwana et avait un climat tempéré, avec des forêts et une vie animale diversifiée. En d'autres termes, l'Antarctique que nous connaissons aujourd'hui n'est que la coquille gelée d'un monde ancien et oublié. Cela l'a rendu convoité par beaucoup. Dans une réalité où chaque centimètre de la carte a été revendiqué, partagé et défendu par le feu, ce continent n'appartenait encore à personne. Cependant, le fait qu'il n'ait pas de propriétaire ne signifie pas qu'il soit exempt de convoitise. Tout au long du XXe siècle, lorsque le continent glacé a cessé d'être une simple curiosité scientifique pour devenir un espace de projection politique, les grandes puissances ont commencé à le regarder d'un autre œil. Sous la plus grande surface de glace se cache bien plus que des glaciers. Du pétrole, des minéraux rares, de l'eau douce en quantités incommensurables. Et une position stratégique qui, à l'époque de la guerre froide, en faisait une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial. C'est alors qu'a été élaboré l'un des accords les plus inhabituels de l'histoire moderne. En 1959, le monde vivait sous la tension constante d'une confrontation latente entre deux blocs irréconciliables, les États-Unis et l'Union soviétique. La course aux armements, l'expansion idéologique et la lutte pour chaque mètre d'influence géographique menaçaient d'allumer l'étincelle d'un conflit mondial. Dans ce contexte, et contre toute attente, 12 pays, dont certains étaient opposés les uns aux autres, ont réussi à parvenir à un accord historique. Préserver l'Antarctique comme un continent dédié à la paix et à la science. Le traité sur l'Antarctique a été signé le 1er décembre 1959 et appliqué dès le 23 juin 1961. Les signataires initiaux étaient l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique. L'accord était clair, l'Antarctique doit servir uniquement à des fins pacifiques. Installer des bases militaires, tester des armes nucléaires et éliminer des déchets radioactifs étaient interdits. La liberté de recherche scientifique et la coopération internationale étaient garanties. Le traité précise qu'aucune revendication territoriale existante n'est reconnue ou rejetée et qu'aucune nouvelle ne peut être présentée. L'Antarctique était alors le seul continent hors du contrôle des souverainetés nationales. Malgré tout, le traité n'a pas effacé les intérêts territoriaux. 9 pays ont revendiqué leur souveraineté sur différents secteurs du continent, dont certains se chevauchent. Par exemple, les revendications de l'Argentine, du Chili et du Royaume-Uni se chevauchent partiellement, créant une situation diplomatique complexe mais gelée par l'accord. Ces revendications sont fondées, dans de nombreux cas, sur des critères géographiques, historiques ou même de proximité. L'Argentine maintient une présence continue sur le continent depuis 1904 grâce à la base Orcadas.
Le Chili a aussi incité des familles à s'installer à sa base président Eduardo Frei pour renforcer sa présence. Le Royaume-Uni, de son côté, fonde sa revendication sur des expéditions antérieures et un héritage colonial. Le traité autorise ces revendications comme document en suspens, mais bloque toute action concrète pour les défendre. Ainsi, l'Antarctique devient un espace de conflit contenu. L'un des aspects les plus frappants du régime antarctique est son apparente neutralité scientifique. Les bases installées par les pays signataires du traité fonctionnent sous prétexte de recherche, et beaucoup d'entre elles produisent effectivement des découvertes précieuses en climatologie, astronomie, géologie, glaciologie et biologie des extrémophiles. Mais cette façade de coopération scientifique coexiste avec une autre réalité. La présence permanente sur le continent fonctionne également comme un outil diplomatique. Les pays qui maintiennent une activité continue en Antarctique acquièrent un statut consultatif au sein du traité, ce qui leur donne un droit de vote sur les décisions futures. En d'autres termes, plus on fait de recherche, plus on a de pouvoir. Derrière les laboratoires et stations de recherche, on trouve des infrastructures, des investissements publics et une stratégie géopolitique. Certaines bases agissent comme de petites enclaves symboliques de souveraineté. On y hisse des drapeaux, on émet des timbres, des cartes postales, on célèbre les fêtes nationales et on maintient une population stable, même si elle est minimale. La base Argentine Esperanza a accueilli la première naissance humaine en Antarctique, le 7 janvier 1978. Emilio Marcos de Espalma est venu au monde dans cet endroit glacé. Ce n'était pas un hasard, la naissance répondait à une politique d'État pour renforcer la revendication territoriale. Mais cela fait partie de l'histoire moderne. Le territoire, avant le traité, avait déjà connu ces polémiques et avait été fortement convoité par les nazis, donnant naissance à l'une des histoires les plus fantastiques dont nous ayons connaissance. À la fin des années 1930, alors que l'Europe commençait à trembler sous l'avancée du Troisième Reich, un écho lointain surgissait de l'endroit le plus désolé de la planète. Il ne venait pas du front occidental, ni de l'Est, ni même du Nord. Il venait du Sud profond, du dernier recoin inexploré de la Terre, l'Antarctique. Au cœur de son expansion politique, économique et territoriale, l'Allemagne nazie s'est intéressée au continent blanc. Pour d'autres, ce n'était qu'un désert de glace, mais pour Hitler et son cercle, c'était une nouvelle frontière à conquérir. C'est ainsi qu'est né l'un des épisodes les plus étranges, et par la suite les plus manipulés de l'histoire polaire, l'expédition nazie au Neuschwabenland. En décembre 1938, le navire Schwabenland quitta le port de Hambourg avec plus de 80 membres d'équipage à son bord. Des scientifiques, des cartographes militaires et 2 hydravions d'Orniewal, qui allaient être essentiels pour la mission. L'expédition, officiellement dirigée par le capitaine Alfred Richter, avait pour objectif d'explorer une partie du continent antarctique jusqu'alors inexplorée et de la revendiquer pour le Reich. La mission bénéficiait d'un fort soutien du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture. Et l'un de ses objectifs déclarés était de trouver des endroits appropriés pour la pêche et la chasse à la baleine. À un moment où l'Allemagne cherchait à devenir autosuffisante et à réduire sa dépendance aux importations, cependant, d'autres objectifs, plus stratégiques et moins explicites, semblaient également être en jeu. Pendant leur séjour en Antarctique, les hydravions ont effectué plus de 15 vols et pris plus de 11 000 photographies aériennes de la région. Les pilotes ont largué des drapeaux métalliques, ornés de la croix gammée depuis les airs afin de marquer le territoire comme propriété allemande. Ils ont baptisé la région Nouvelle-Souabe, en l'honneur de la région de Souabe et du navire qui les y avait conduits. Malgré l'ampleur de l'expédition, il n'existe aucune preuve qu'une base permanente ait été établie. Aucune infrastructure significative n'a été construite et aucun personnel n'a été laissé sur le continent. Le Schwabenland est revenu en Allemagne en avril 1939, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont là les faits historiques vérifiables. Après la guerre, l'effondrement du Troisième Reich et la fuite de hauts dignitaires nazis ont fait naître le mythe. On a commencé à spéculer que certains hauts responsables du régime, y compris des scientifiques des SS et des membres du cercle ésotérique Thulé, étaient retournés en Antarctique pour construire une base secrète cachée sous la glace. Cette installation serait connue dans les cercles conspirationnistes sous le nom de Base 211. Selon cette théorie, les nazis auraient transféré une technologie avancée, y compris des prototypes d'armes et d'objets volants, à l'intérieur de montagnes sous-glaciaires.
Certains affirment avoir découvert des tunnels naturels menant à un monde intérieur, ce qui aurait un lien direct avec la théorie de la Terre creuse que nous explorerons sous peu. Ces idées ont été propagées par des auteurs comme Ernest Sandel, qui dans les années 70 a publié des documents pseudo-historiques mêlant nazisme, occultisme, ovni et science-fiction. C'est lui qui a introduit dans l'imaginaire populaire la notion d'ovnis nazis développée dans des laboratoires secrets en Antarctique. Dès lors, le mythe a grandi comme une créature incontrôlable. On affirmait que les nazis avaient mis au point une technologie antigravitationnelle. Et même que Hitler n'est pas mort à Berlin, mais qu'il s'est échappé en sous-marin vers une ville souterraine construite sous la glace. Toutes ces théories manquent de preuves vérifiables. Il n'existe ni documents, ni restes d'infrastructures, ni photographies, ni témoignages crédibles pour étayer ces affirmations. Comme souvent avec les mythes, leur force tient moins à leur véracité qu'à leur capacité à durer. L'un des aspects les plus spectaculaires, ce sont les rumeurs qui ont suivi ensuite. Des rumeurs qui parlaient de batailles secrètes entre les forces alliées et les prétendues défenses aériennes allemandes au pôle Sud. Le 2 septembre 1945, le Japon signait sa reddition inconditionnelle, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. La planète entière était épuisée, les puissances étaient détruites. Mais en même temps, la machine militaire américaine avait atteint une capacité jamais vue auparavant. Dans ce climat de reconstruction et de réajustement géopolitique, les regards se tournaient vers des territoires peu explorés. L'Arctique, les océans et, bien sûr, la mystérieuse et glaciale Antarctique. C'est dans ce contexte qu'est née l'opération High Jump, officiellement appelée The United States Navy Antarctic Development Program, de 1946. Bien que ses objectifs officiels fussent de former du personnel, de tester du matériel dans des conditions extrêmes et de consolider la présence américaine dans la région. L'ampleur démesurée de l'expédition a suscité des soupçons presque dès le début. L'opération Haiyang fut dirigée par le contre-amiral Richard E. Byrd, explorateur polaire chevronné ayant déjà mené des missions en zone inhospitalière les décennies précédentes. Cependant, cette opération dépassait tout précédent avec plus de 4700 hommes de la marine américaine. 13 navires de guerre dont porte-avions, destroyers, navires de soutien et 33 aéronefs dont avions et hélicoptères. C'était, en essence, une petite armée mobilisée vers le continent blanc. Comme il est évident, l'ampleur de l'opération ne semblait pas nécessaire pour de simples tâches scientifiques. Certains ont alors spéculé, pour des raisons géopolitiques, qu'il s'agissait de démontrer la force face à l'Union soviétique pendant la guerre froide naissante. Ou même enquêter sur les rapports concernant les installations secrètes déjà mentionnées que les nazis avaient construites en Antarctique pendant la guerre. Le convoi est parti du port de Norfolk, Virginie, le 26 août 1946, et après un voyage qui a traversé le canal de Panama et s'est ravitaillé dans des ports sud-américains, il a atteint les eaux glacées du sud. Byrd a réparti le déploiement en 3 groupes. Le groupe Ouest se concentrerait sur la reconnaissance aérienne et la cartographie, l'Est sur l'exploration côtière, et le centre formerait le noyau logistique et de commandement. Le cœur de l'opération était le porte-avions United States Ship Philippine Sea, qui transportait des aéronefs qui seraient lancés depuis son pont pour effectuer des relevés aériens de vastes zones. En quelques mois, l'opération a cartographié des milliers de kilomètres de côtes antarctiques et documenté des conditions météorologiques et géographiques extrêmes. Cependant, elle a aussi connu des tragédies. Le 30 décembre 1946, un accident d'avion dans la mer de Ross a tué 3 membres d'équipage. Le climat extrême, vent violent et froid glacial a endommagé le matériel et causé l'annulation. Plus surprenant encore, bien qu'elle ait été prévue pour durer un peu plus longtemps, la mission s'est terminée de façon abrupte en février 1947, à peine 6 mois après le départ. La marine a expliqué que cela était dû au mauvais temps et à l'atteinte des objectifs. Mais cette explication n'a jamais vraiment convaincu les plus curieux. À son retour, l'amiral Byrd a accordé des interviews qui ont alimenté les spéculations. En particulier, le 5 mars 1947, l'avion a survolé la mer de Ross en 1937. Il s'est déplacé dans la mer de Ross. L'avion s'est déplacé. L'avion s'est déplacé dans la mer de Ross.
Il s'est déplacé dans la mer de Ross en 1937. Il s'est déplacé dans la mer en l'année 1937. Earth est devenu un terrain fertile pour toutes sortes d'hypothèses. Certaines sont restées dans le domaine du plausible, tandis que d'autres ont basculé dans l'extraordinaire, comme des supposées rencontres avec des technologies inconnues et des engins volants. Est-ce que Bert et les siens avaient rencontré de la résistance? Avaient-ils découvert qu'il y avait réellement des bases secrètes là-bas? Lisa? Et simplement, les États-Unis ont-ils combattu des ovnis nazis en Antarctique? Toute l'opération avait-elle été conçue pour anéantir le dernier bastion du Troisième Reich? Au-delà du fait que l'on veuille ou non prendre en compte cette théorie du complot, ce qui est certain, c'est que le lien entre l'Antarctique et les soucoupes volantes semble vraiment profond. Abonne-toi. L'Antarctique n'est pas seulement l'un des endroits les plus reculés et inexplorés de la planète, mais aussi l'un des plus entourés de mystères. Des décennies, ce vaste désert blanc a suscité de nombreuses théories évoquant des technologies extraterrestres, des phénomènes aériens non identifiés et des bases secrètes. Sous la glace éternelle. Les observations d'ovnis dans la région ne sont pas nouvelles, mais elles ont pris une ampleur particulière en raison d'une combinaison explosive, l'isolement géographique, le secret militaire et les rares témoins qui osent parler. Malgré la rareté et la discréditation des archives officielles, des témoignages multidimensionnels existent. De nombreux rapports mentionnent des objets volants non identifiés au-dessus du continent blanc. Des pilotes de missions scientifiques, des chercheurs de bases internationales, des militaires et même des satellites ont signalé des anomalies qui, à ce jour, n'ont pas d'explication. L'un des récits les plus troublants remonte aux années 1960, lorsqu'un groupe de scientifiques britanniques de la base Halley a affirmé avoir observé une formation triangulaire de lumières oranges, se déplaçant en silence. Le rapport a été classé comme phénomène optique, bien que les témoins n'aient jamais accepté cette explication. En 1985, l'ingénieur américain Ronald W. Bell a participé à une mission conjointe à la base Amundsen-Scott, comme il l'a révélé en interview. Des années plus tard, il a vu un vaisseau en forme de disque atterrir à plusieurs kilomètres de la base, pendant une tempête de neige. Il a affirmé qu'après l'événement, du personnel militaire est arrivé sur les lieux en quelques heures et que toutes les informations ont été confisquées. En 2001, des chercheurs russes auraient aussi observé des lumières étranges dans le ciel nocturne de l'Antarctique. Les descriptions évoquaient des mouvements brusques, silencieux et des changements de direction impossibles pour des appareils humains. Aucune photo, uniquement des témoignages. Les images satellites ont joué un rôle dans l'alimentation des théories. En 2012, une analyse de Google Earth a révélé une étrange structure circulaire semi-enterrée dans la glace antarctique, dans une région proche de la Terre de la Reine Maude. Les dimensions et la symétrie de l'objet ont suscité des soupçons de vaisseaux cachés, malgré des explications officielles parlant de formations géologiques naturelles. Plus polémique encore, certaines coordonnées saisies dans Google Earth montraient un objet métallique dépassant de la glace, au bord poli et à la forme aérodynamique. Du moins, c'est ce que prétendent certains. Quelques jours après, Google a flouté l'image, renforçant les soupçons de dissimulation. Ces dernières décennies, le nombre de satellites et de drones surveillant le continent a fortement augmenté, mais les données concrètes restent rares. Les agences spatiales, qu'elles soient publiques ou privées, rendent rarement publics les rapports d'anomalies dans cette zone de la planète. L'Antarctique, elles sont même systématiquement censurées sur les images satellites. La grande question est « pourquoi ?» Les théoriciens de l'occulte soutiennent qu'il existe une alliance tacite entre les gouvernements et les entreprises pour garder secrète la véritable nature de ce qui s'y passe. On parle de technologies de propulsion inconnues, de civilisations intraterrestres et de zones à accès restreint, où la présence d'ovnis est presque constante. D'autres, de leur côté, soulignent que le champ magnétique antarctique, hautement instable, pourrait être lié à des portails interdimensionnels, ou avec des zones où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, se comportent différemment. En 2006, la Russie a lancé une production audiovisuelle controversée, Troisième Reich, Opération Objet volant non identifié.
Sous une esthétique de documentaire historique, l'œuvre rassemblait des témoignages de militaires et d'historiens russes pour défendre une thèse qui, reposant sur des faits connus, allait bien plus loin. Le documentaire présente comme acquis que les États-Unis combattaient les nazis en 1947. Il était affirmé que les 2 derniers sous-marins allemands survivants à l'époque ont été localisés par la suite dans une baie de Buenos Aires, en Argentine. Mais ce n'était pas tout. Selon les personnes interrogées, les nazis auraient tenté de contacter des entités extraterrestres par télépathie. Les prétendues séances de canalisation menées par des médiums auraient fourni des informations clés à un homme en particulier. Victor Schauberger, le scientifique allemand que le documentaire place dans une catégorie presque parallèle à celle de Nikola Tesla. Avec ces informations, Schauberger aurait réussi à développer des soucoupes volantes avec lesquelles les nazis espéraient changer le cours de la guerre. Mais l'attaque alliée était imminente et le documentaire affirme que la décision a été d'évacuer ces engins vers un refuge secret dans les terres australes. La production réservait l'une de ces affirmations les plus extraordinaires pour la fin. Selon ses réalisateurs, la raison pour laquelle le controversé ARP opère en Alaska serait la surveillance d'un portail espace-temps caché à l'intérieur de la Terre. Est-ce permettre des voyages interstellaires via des trous de verre? L'hypothèse la plus radicale de tout ce documentaire est que le pôle Nord serait la porte de sortie et le pôle Sud, celle d'entrée de ce tunnel cosmique. Un raccourci invisible traverserait le noyau terrestre pour rejoindre l'étoile Vega. Comme mentionné, il n'existe aucune preuve officielle que l'opération High Champ ait trouvé autre chose que de la glace, des rochers, de la faune polaire et des conditions extrêmes. Cependant, l'aura de mystère ne s'est jamais complètement dissipée. Au fil des années, ces idées se sont mêlées à des théories, non seulement sur les ovnis, les bases secrètes et les trous de verre, mais aussi sur des civilisations souterraines. La Terre, à l'intersection de la science, de la spéculation et de l'imagination débordante. Il existe une théorie qui a persisté pendant des siècles, résistant à l'avancée des connaissances et défiant les frontières de la pensée rationnelle, la théorie de la Terre creuse. Et bien que cette idée ait été largement discréditée par la science moderne, sa présence persiste avec force, surtout lorsqu'elle est associée à un lieu qui, en soi, suscite des soupçons, des secrets et de longs silences. La Terre. La Terre pourrait-elle être creuse? Ce n'est pas une invention moderne. Ses racines proviennent d'anciennes mythologies et cosmogonies. Des mondes souterrains des peuples nordiques et mésoaméricains, jusqu'aux légendes bouddhistes sur la cité cachée de Shambhala. Cependant, la formulation moderne du concept apparaît en 1692 grâce à l'astronome britannique Edmond Halley. Oui, le même que celui de la comète, qui, en observant des anomalies du champ magnétique terrestre, a suggéré que la Terre est formée de plusieurs couches concentriques, chacune tournant indépendamment et dotée de sa propre atmosphère lumineuse. Bien que la communauté scientifique ait rapidement réfuté la théorie, l'idée qu'un monde inconnu, peut-être même habité, puisse exister sous nos pieds a fortement marqué l'imaginaire collectif. Du 19e au début du 20e siècle, des romans, des pseudosciences et des explorations infructueuses ont commencé à mêler cette idée à un nouveau décor exotique et peu compris. Là, l'Antarctique, l'un des points les plus intrigants de la théorie de la Terre. La théorie de la Terre creuse affirme qu'il y aurait de grandes ouvertures aux pôles, dans l'Arctique et l'Antarctique, menant au monde souterrain. Certains anciens cartes, déformés par des erreurs cartographiques ou peut-être par des intentions plus obscures, montrent d'étranges cavités dans les régions polaires. Mais c'est au XXe siècle que ce récit a pris une dimension bien plus extravagante. Une grande partie de cette perception provient des interprétations autour de quelqu'un que nous avons déjà présenté, le fameux amiral Richard E. Byrd. De nombreux théoriciens du complot soutiennent que Byrd aurait eu une rencontre avec des êtres d'un monde souterrain, décrits dans des journaux supposés qui sont considérés comme apocryphes par les plus sceptiques. On y aurait lu des phrases comme « Le pôle Sud est en réalité une entrée vers un nouveau monde ». L'écrivain italien F. Amadeo Giannini a été le premier à mentionner ces journaux controversés. 1957. Dans son livre « Les mondes au-delà des pôles », il expliquait comment le gouvernement américain avait menacé Byrd pour qu'il ne révèle rien de ce qu'il avait réellement vu. Ces écrits ne disposent d'aucun soutien documentaire ni de validation scientifique, mais cela n'a pas empêché qu'ils soient repris dans des centaines de livres et de forums sur Internet.
Selon ces textes, Byrd aurait volé vers l'intérieur de la Terre par une ouverture dans la glace, découvrant un écosystème chaud, des mammouths et des civilisations avancées technologiquement, impensables pour les humains de la surface. Liés à ces théories, des noms chargés de mysticisme émergent, Agartha et Shambhala. On dit que ce sont des villes sacrées, cachées au plus profond de la planète, gouvernées par des sages immortels, connus sous le nom de maîtres ascensionnés ou rois du monde. Dans certains récits, ce sont ces entités qui dictent les règles évolutives de l'humanité, n'intervenant que lorsque la civilisation se trouve au bord de l'Antarctique. Son isolement, son environnement hostile et son inaccessibilité en ont fait le point focal idéal pour ces légendes modernes. La possibilité qu'une entrée vers Agartha soit cachée ajoutait des couches d'intrigue à un continent déjà plongé dans l'ombre. Les mesures sismiques, qui permettent d'étudier la structure interne de la planète à travers le comportement des ondes sismiques, démontrent que l'intérieur de la Terre est composé de couches sismiques, solides et liquides. La croûte, le manteau, le noyau externe liquide et le noyau interne solide. Et il n'y a absolument aucun espace pour un monde vide sous nos pieds. Les images satellites et les vols polaires n'ont pas non plus détecté d'anomalies géologiques pouvant être interprétées comme une ouverture ou un portail. Les zones polaires sont difficiles à survoler pour des raisons climatiques, logistiques et politiques, mais elles ne sont pas hors de portée. Pourtant, la persistance de ces théories s'appuie souvent sur la plupart des études, la forme même de la Terre, la plupart des études, les études sur la Terre, la plupart, la forme même de la Terre, la plupart. Le plus inquiétant dans tout cela, c'est qu'au-delà de la véracité ou de la fausseté de la théorie de la Terre creuse, l'Antarctique continue de fonctionner comme un écran sur lequel se projettent nos peurs, nos aspirations cachées et notre soif de mystère. Qu'est-ce qui se cache sous la glace? Qu'y a-t-il au-delà de ce que montrent les cartes? Quel secret protège ce silence polaire qui recouvre tout? Bien que la science réfute catégoriquement ces théories, elle a également admis qu'il est en quelque sorte vrai qu'un monde inimaginable pour nous pourrait exister sous la glace de l'Antarctique. Au cœur du continent le plus froid et isolé repose l'un des secrets les mieux gardés de la Terre, le lac Vostok. À première vue, ce n'est qu'une tache blanche de plus dans l'immensité antarctique, mais sous 4000 mètres de glace solide se cache un écosystème complètement isolé du monde extérieur. Un plan d'eau douce d'une taille comparable à celle du lac Ontario, qui n'a jamais vu la lumière du soleil ni été altéré par le contact humain. Jusqu'à récemment. Le lac Vostok a été découvert dans les années 1990 grâce au radar à pénétration de glace. Une technologie permettant de visualiser des structures sous-glaciaires sans forage. Au début, personne ne pouvait y croire. Un lac liquide sous la glace antarctique, alimenté par la chaleur géothermique du sous-sol terrestre. Ce n'était pas une petite flaque, mais une vaste étendue d'eau de plus de 250 km de long et 50 km de large. Son existence offrait une possibilité de répit. Quelle forme de vie primitive, peut-être même inconnue, aurait pu survivre là-dessous, dans un isolement total, pendant des millions d'années? Mais cet espoir scientifique fut bientôt enveloppé d'un voile de mystère. Pendant des années, le forage du lac a suscité un vif débat international. Les scientifiques redoutèrent de contaminer cet écosystème unique avec des matériaux étrangers. Cependant, les chercheurs russes ont progressé lentement dans leur mission. En 2012, l'équipe de la station antarctique Vostok a annoncé qu'elle avait finalement atteint les eaux du lac. Selon les Russes, le forage a été effectué avec grand soin. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'augmenter les doutes. Dès que les premiers échantillons ont été prélevés, les autorités russes ont imposé un strict secret. Les publications scientifiques se sont fait attendre et, lorsqu'elles sont arrivées, elles se sont révélées rares et ambiguës. En 2013, un an après le contact avec le lac, les scientifiques ont affirmé avoir trouvé une étrange forme de bactérie inconnue qui ne correspondait à aucun autre organisme répertorié sur Terre. Puis, très opportunément, ils sont revenus sur leur déclaration. L'échantillon avait été contaminé, ont-ils dit, et la découverte n'était pas valable. Pour beaucoup, ce fut le début d'un soupçon plus profond. Qu'avait-il vraiment trouvé là-dessous ? Le lac Vostok n'est pas seulement le plus grand des plus de 400 lacs sous-glaciaires de l'Antarctique.
C'est aussi le plus inaccessible, le plus mystérieux et, selon certaines théories, celui qui pourrait cacher le plus de secrets. On le voit souvent comme un laboratoire naturel pour étudier des conditions proches de celles des lunes glacées de Jupiter ou Saturne. Si la vie existe dans le Vostok, pourrait-elle exister ailleurs? Tel était le rêve des astrobiologistes. Confirmer ces hypothèses. Mais d'autres voix, bien plus sombres, ont commencé à se faire entendre. Certains conspirationnistes affirment que le lac Vostok cache des structures artificielles, des ruines d'une civilisation préhumaine ou une technologie extraterrestre enfouie sous la couche de glace. La station Vostok, du même nom que le lac, fonctionne toujours dans des conditions extrêmes, avec des températures pouvant atteindre moins 89 degrés Celsius la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Là-bas, un petit groupe de scientifiques passe l'hiver à mener des recherches au milieu des tempêtes de glace et des longues nuits. Mais sur les découvertes sous le lac, peu de choses ont été dites clairement. Y a-t-il de la vie dans le lac Vostok? Est-ce que l'isolement de millions d'années a permis l'évolution d'organismes totalement étrangers à tout ce que nous connaissons? Ou est-il possible que les écosystèmes antarctiques renferment des secrets plus anciens liés à des civilisations perdues ou à des expériences réduites au silence? Les questions continuent de planer et parfois s'intensifient. Si l'on considère qu'en Antarctique se trouve également l'endroit naturel le plus profond du monde. Au cœur de l'Antarctique orientale s'étend le glacier Denman, large fleuve de glace de plus de 70 miles de long et d'environ 10 miles de large. Mais ce qui semble être de la glace pure et du calme cache un piège mortel. Il s'agit du canyon terrestre le plus profond de la planète, enfoui sous la couche glacée jusqu'à 3500 mètres sous le niveau de la mer. Pendant longtemps, l'Antarctique de l'Est était jugée stable face au climat, jusqu'à ce que Denman dévoile une autre réalité. De 1996 à 2018, sa ligne de base, la limite où la glace repose sur la Terre avant de s'étendre en mer, a reculé de 5,4 km. Ce recul n'est pas symétrique. À l'est, une colline souterraine le soutient, mais à l'ouest, il s'effondre sur un lit incliné vers l'intérieur. Une pente rétrograde qui faciliterait la fonte de la glace par l'eau chaude de l'océan en dessous. Si ce processus va trop loin, il pourrait déclencher un retrait irréversible. Plus inquiétant encore, les glaces de Denman fondent à des niveaux records. Les chercheurs du S0 ont rapporté qu'il perd environ 70,8 milliards de tonnes de glace par an, un niveau qui le place parmi les plus rapides du continent. Chaque fragment de glace qui cède, chaque canal souterrain par lequel l'eau tiède s'infiltre, annonce une transformation climatique irréversible. Le recul du glacier Denman n'est pas seulement un phénomène lointain, c'est une invitation urgente à repenser la situation de vulnérabilité du monde. Si le glacier venait à fondre complètement, la planète ferait face à une élévation du niveau de la mer de 1,5 mètre, un chiffre capable de redessiner nos côtes. D'autre part, au-delà de sa fonte, le fait que Denman présente un canyon qui s'enfonce aussi profondément dans la Terre. Cela suscite l'imagination et de nombreuses théories, certains l'appelant même porte de l'enfer. Se pourrait-il que le point exact où la civilisation et le monde moderne, tels que nous les connaissons, commenceront à s'effondrer se trouve en Antarctique? Ce ne serait pas étonnant, car beaucoup pensent que l'une des pires catastrophes au monde a commencé là-bas. Dans le vaste paysage glacé de l'Antarctique se cache un autre des mystères géologiques les plus troublants de notre époque. Le supposé cratère de Wilkes Lane, un colosse caché sous des kilomètres de glace, invisible à l'œil nu, mais dont la présence a suscité des théories allant de la science la plus rigoureuse aux spéculations les plus troublantes. L'histoire de ce mystère commence en 2006, lorsqu'une équipe de scientifiques américains, dirigée par le géophysicien Ralph von Friis, a détecté une anomalie gravitationnelle de proportions gigantesques sous la glace de l'est de l'Antarctique. En utilisant des données obtenues par satellite, ils ont observé une perturbation gravitationnelle d'environ 300 km de large, ce qui indiquait la présence d'une masse dense enfouie sous la glace de la Terre de Wilkes, une région connue pour son isolement extrême. Ce qui a attiré l'attention des chercheurs, ce n'était pas seulement l'intensité de cette anomalie, mais aussi sa forme circulaire et sa similitude avec d'autres structures reconnues comme des cratères d'impact à la surface de la Terre. Pour les experts, c'était un signe clair qu'un événement majeur avait frappé la Terre à ce moment-là.
Il y a des millions d'années, l'idée n'était pas farfelue. On suppose qu'il s'agit du cratère d'un astéroïde d'au moins 50 km de diamètre ayant frappé la Terre il y a 250 millions d'années. Coïncidant de façon suggestive avec l'extinction massive du Permien-Trias, l'événement le plus meurtrier de l'histoire de la planète qui a effacé plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres, la comparaison a été faite avec le célèbre cratère de Chicxulub, au Yucatan, au Mexique, responsable de l'extinction des dinosaures. Mais celui de Wilkins Land serait encore plus grand. On estime que l'impact aurait pu libérer une énergie 1 million de fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. S'il est confirmé comme un cratère d'impact, celui de Wilkins Land ne serait pas seulement le plus grand jamais découvert sur Terre, mais aussi celui qui a changé le cours de l'évolution planétaire de la manière la plus spectaculaire. Le problème, c'est qu'à la différence de Chicxulub, ce cratère potentiel est enfoui sous plus de 1600 mètres de glace solide. On ne peut pas l'observer à l'œil nu ni l'excaver facilement. Les preuves directes sont presque impossibles à obtenir. Les confirmations ne sont venues que par des études indirectes, des analyses satellitaires, des cartographies géophysiques et des images radar à pénétration de glace. Tout indique qu'il y a là une structure circulaire, dense et massive. En résumé, la difficulté d'accéder à cette région fait que le mystère demeure. Ce qui est clair, c'est que sous la glace de Wilkins Land sommeille un secret d'ampleur planétaire qui n'a peut-être pas encore tout révélé. Mais l'Antarctique n'abrite pas que des lacs cachés, de grands cratères et d'immenses canyons. On a longtemps soutenu qu'elle avait aussi des pyramides. Dans l'immensité glacée du continent blanc, où les glaciers se confondent avec les cieux polaires, une image est apparue il y a des années et a captivé l'inconscient collectif. Une montagne solitaire qui, vue d'en haut, semblait avoir été taillée avec précision par des mains humaines. 4 côtés inclinés, un sommet symétrique et un relief qui évoquait instantanément les anciennes pyramides. Le décor, les montagnes Ellsworth, la chaîne la plus haute de l'Antarctique. Cette formation, située dans le Heritage Ranch, a commencé à devenir virale vers 2016 lorsque les images capturées par Google Earth ont été massivement partagées. La structure, visible sur environ 2 km² et avec une hauteur proche de 4150 pieds, a immédiatement amené beaucoup de gens à se demander s'il pouvait s'agir d'une construction ancestrale enfouie sous la glace. Mais la communauté scientifique a rapidement calmé l'enthousiasme. Des experts comme Eric Reinort, professeur à l'Université de Californie et scientifique de la National Aeronautics and Space Administration, affirment que cette forme pyramidale n'est pas d'origine humaine. Les géologues expliquent que cette silhouette est en réalité un horn ou un pic pyramidal. Une formation naturelle créée par l'action érosive de plusieurs glaciers qui usent les côtés d'une montagne depuis différents angles, formant un sommet avec plusieurs faces et des arêtes acérées. De son côté, le géologue Mitch Darcy, du Centre allemand de géosciences, a précisé que même si cette montagne a une forme inhabituelle, son origine n'a rien d'extraordinaire. C'est un nunatak, un pic rocheux qui émerge de la glace polaire. La technologie satellitaire a été clé pour élucider ce mystère et d'autres de la géographie antarctique. Le radar à synthèse d'ouverture et l'analyse d'images haute résolution permettent d'étudier en détail la forme de ces élévations depuis l'espace, confirmant leur nature géologique, sans aucun indice de structure créée par d'anciennes civilisations. Les médias sensationnalistes et certaines productions télévisées ont profité de l'attrait visuel du site pour alimenter des théories sans fondement. Ou bien rien n'est-il vraiment ce qu'il paraît, et sommes-nous condamnés à ce que les plus puissants nous mentent sans pitié? Malgré les avancées, quelque chose en Antarctique résiste encore. Chaque expédition est une victoire contre l'inconnu, mais aussi un rappel de tout ce que nous ignorons encore. Il existe des zones totalement inexplorées et des centaines de kilomètres carrés, recouverts de glace depuis des millions d'années. Les conditions climatiques, l'isolement et les coûts astronomiques de chaque mission font qu'encore aujourd'hui, à l'ère des satellites, l'Antarctique conserve son caractère inatteignable. La formation du continent a été un processus, pas un événement. On l'a aperçu, foulé, traversé, cartographié et symboliquement divisé entre les nations. Mais qui peut vraiment dire qu'il le connaît?
À chaque rupture d'iceberg ou fonte de couche superficielle apparaissent des fossiles, des formations géologiques inattendues et des micro-organismes survivant à des conditions extrêmes. L'Antarctique semble jouer avec la curiosité humaine, nous donnant des pièces détachées d'un puzzle dont nous ne connaissons pas l'image finale. Le traité sur l'Antarctique prévoit une révision, sans fixer d'expiration précise. Le protocole de Madrid de 1991 renforçant la protection environnementale et interdisant l'exploitation minière doit être révisé. En 2048, cette date, encore lointaine, suscite déjà des spéculations. Que se passera-t-il quand la glace diplomatique fondra ? Les intérêts économiques en Antarctique subsistent. On pense que sous sa couverture blanche se cachent d'importantes réserves de pétrole, gaz naturel, charbon et minéraux stratégiques. Elle abrite également environ 70% de l'eau douce de la planète, gelée dans ses glaciers. Le changement climatique accélère la fonte des calottes glaciaires, rendant les ressources cachées plus accessibles et convoitées. Dans un avenir pas si lointain, la tentation de rompre le consensus pour des bénéfices économiques pourrait déclencher de nouvelles tensions. Bien que le continent blanc soit un exemple de coopération scientifique internationale, l'histoire montre qu'aucune ressource n'est intouchable éternellement. L'Antarctique demeure aujourd'hui la région la moins habitée, polluée et exploitée du globe. Un désert de silence, où chaque pas craque comme si nous réveillions quelque chose d'endormi. Née d'une légende cartographique, cette présence vivante nous pousse aujourd'hui à remettre en question nos limites de compréhension. Qu'y a-t-il? Là-bas, était-ce vraiment le théâtre de guerre cachée? Est-ce la porte vers le plus incroyable des secrets? Le saurons-nous un jour? Le plus probable et le plus terrible, c'est que non. Si jamais ces glaces cessent d'exister, c'est que notre heure sera déjà passée.